commencer pour vous parler de mes dernières lectures. On commence comme d'habitude par eh bien, les emprunts que j'ai fait à la médiathèque. J'ai lu le tome 1 de Frieren, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolée. On est sur de la fantasy, mais on arrive après la guerre. En fait, on arrive après la grande bataille finale, et justement, que deviennent les héros qui ont gagné cette bataille et qui du coup sont acclamés comme héros. Donc on arrive juste après ça, et je vous avoue que du coup, ça m'a un peu chamboulée, parce que c'est vrai que c'est pas d'habitude la trame qu'on a dans l'histoire. Donc on a un érudit, un humain plutôt guerrier, et puis un mage nain, et puis on a une elfe. Et donc ils arrivent tous les quatre eh bien, à la capitale. Ils sont anoblis et tout ça, ils sont considérés comme des héros, tout va bien. Mais évidemment, elle est immortelle, lui vit très vieux, lui il a l'âge d'un humain et lui aussi. Ce qui fait que, eh bien en fait, elle n'a pas le même ressenti que les autres parce que leur quête a duré 10 ans. Donc eux ils sont en mode ça a duré très longtemps, tatati tatata, alors que elle, vu que elle est immortelle, et bien pour elle ça n'a pas duré assez longtemps, et elle se rend compte qu'en fait malgré qu'ils ont passé 10 ans ensemble, et bien elle ne connaît pas si bien ça que ses compagnons, et donc elle va partir faire elle des recherches pour des sortilèges, et en continuant justement son trajet, elle va se rendre compte que 20 ans passent, et donc un de ses amis est mort. Plusieurs années va encore passer, et donc celui-ci va devenir mourant, c'est pareil. Donc voilà, on vit avec cette elfe justement qui n'a pas du tout le même rapport aux gens que les autres, puisque elle n'a pas le même rapport à la mortalité, donc elle n'est pas pressée de faire les choses, elle n'a pas cette cette faiblesse comme nous, où on veut tout faire rapidement histoire que ça aille vite dans notre vie, puisque on estime que on doit réussir à faire des choses pour que notre vie ait un sens, alors qu'elle, elle n'a pas forcément cette notion du temps là. Bref, c'est assez intéressant, mais assez contemplatif, je dois dire, donc j'étais perturbée. Je vais sûrement essayer de lire le 2 et le 3 pour voir justement où on essaye d'aller dans ce questionnement, et aussi de voir un petit peu justement l'elfe, si elle arrive à évoluer ou si elle reste comme elle est à l'heure actuelle. Voilà, je suis un peu en demi-teinte pour le moment. Je sais que ça a fait un énorme phénomène et que beaucoup en parlent, comme quoi c'est un des meilleurs qui est arrivé sur le marché. Voilà, mais du coup, j'attends de voir, parce que pour le moment, je n'ai lu que le tome 1, donc c'est assez attractif forcément. J'ai lu Les filles des marins perdus, donc ça c'est le tome 1, c'est une trilogie je crois. On est sur l'histoire de cet homme qui vient de... Alors je sais plus c'est quoi exactement, mais bon on voit bien que il vient de Polynésie ou quelque chose comme ça, et il a été ramené par un noble, et ce noble est mort, et donc du coup il sait plus trop quoi faire dans cette grande capitale qui n'a rien à voir avec ses coutumes à lui. Il va se retrouver entre guillemets par hasard dans un bordel tenu par justement des prostituées, et il va devenir un petit peu en gros le garde, la sécurité, le vigile si vous voulez, de ces jeunes filles qui sont dans une maison close, et qui après la mort de leur marâtre, elles ont décidé de vivre d'elles-mêmes dans leur maison close. Et donc voilà, on va suivre un petit peu leur mésaventure, mais je vous avoue que il y a plusieurs histoires qui se passent en parallèle, et il y en a une, je ne vois pas trop les liens pour le moment, donc à voir si je m'intéresse ou pas au tome 2 ou au tome 3. Mais pour le moment, ça n'a pas été une lecture franchement coup de cœur. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Goldie Vines, donc c'est lequel le premier? Je sais plus. Je crois que c'est celui-là d'abord et celui-là après. Ou l'inverse. J'ai un trou. C'est pas grave. Donc voilà. On est sur cette jeune fille du coup, Goldie Weiss, qui est la fille de quelqu'un qui tient un hôtel de luxe, et elle, ce qu'elle adore, c'est mener des enquêtes. Donc elle est voiturière dans l'hôtel de luxe de son père, mais elle, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Donc on va la voir justement, on va la suivre dans le tome 1 et dans le tome 2, mener des enquêtes, parce qu'il arrive des choses plus ou moins suspectes autour de son hôtel, et que ce soit de ses clients ou d'autres personnes qui viennent justement faire appel à l'agence de détective de cet homme-là. J'aime bien, mais j'avoue que je suis pas le public cible, je pense. C'est un peu plus dans du jeunesse. J'ai énormément aimé parce qu'on a de la représentation. Alors déjà, ça se passe pas exactement à notre époque, hein. On est sur un style un peu... je saurais même pas trop quoi dire si c'est les années 70-80, mais on le voit parce que c'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes voitures. C'est pas la même mode aussi, donc voilà, on est déjà dans le passé, et donc on a un petit peu ce petit côté vintage qui peut être intéressant, mais comme je le dis, on a une représentation saphique, et donc ça c'est pas mal aussi, parce que dans la jeunesse en général on n'en trouve pas beaucoup, donc voilà, j'ai bien aimé, mais pas transcendant.
J'ai lu aussi ceci, et ça c'est une toute autre ambiance après l'orage. Donc on est sur l'histoire de cette jeune femme qui très clairement se fait maltraiter par son mari et elle va trouver refuge chez ses parents ou sa mère. Très clairement on voit qu'elle a des signes de démence, qu'elle oublie des choses, peut-être Alzheimer, c'est pas dit explicitement. Mais du coup voilà, elle revient chez ses parents et là elle était censée juste passer le samedi après-midi, sauf qu'il y a un énorme orage qui fait qu'il va y avoir des inondations et donc eh bien, elle ne peut plus rentrer chez son mari et elle a extrêmement peur que justement le fait qu'elle ne rentre pas, et bien que quand ça va très mal passer à son retour. Donc on suit à la fois la psychologie de la protagoniste qui ne sait pas trop comment se comporter avec ses parents parce que elle n'a pas forcément envie d'être avec ses parents là, vu qu'elles sont enfermées pendant plusieurs jours dans l'orage dans la même maison. Maintenant, elle a eu sa vie et tout et tout. En face, il y a un homme qui vit dans une maison, mais qui la loue en fait. C'est genre un Airbnb. Et bien, quand il va y avoir l'inondation, elle qui est tout en haut de la maison et lui aussi, du coup, ils vont se parler à travers la fenêtre et ça apporte de beaux messages justement sur comment réussir à passer outre les événements qui nous arrivent. Et je dois dire qu'à la fin j'étais perplexe parce que justement je ne savais pas quel était le message de fin, qu'est-ce que l'auteur a voulu nous faire passer, à part le fait que malgré ce qui lui arrive à cette jeune femme, enfin à cette femme plutôt, eh bien en gros rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais foutu, même si voilà, elle a des problèmes, elle peut très bien rebondir, elle peut très bien changer sa vie. Donc j'étais je savais pas trop comment le prendre justement à la fin parce que je savais pas, je sais pas, j'ai à la fois bien aimé parce que les messages sont très importants évidemment, mais je ne savais pas trop où, vers quoi on allait vers la fin, et d'ailleurs je ne sais toujours pas. Donc voilà, si vous l'avez lu, vous n'hésitez pas, on peut en parler en barre d'informations parce que cette fin m'a rendu perplexe. Ensuite, j'ai fait pas mal de lectures, voilà, donc là je suis contente, j'ai avancé pas mal dans ma palle de lecture physique. Donc j'ai lu Omega Offit, le tome 1, qui faisait d'ailleurs partie des devoirs que m'avait mis Mirazanchi. Donc voilà, comme ça faisait un devoir aussi à lire. Donc Omega Offit, on est sur un Omegaverse, donc c'est une romance entre loup-garou et c'est du MM. On est sur l'histoire de Cassidy qui très clairement est amant avec un alpha. Dans cet univers-là, les alphas et les omégas peuvent avoir des enfants, mais les bêtas ne peuvent pas en avoir. Les alphas sont en haut de la caste et bien les omégas sont en bas de la caste. On a ce parallèle qui est fait entre le genre féminin et le genre masculin. Vous voyez ce que je veux dire? Les alphas sont considérés justement comme, un peu comme nous à l'heure actuelle, les hommes masculins qui sont des leaders, nanani nanana, et les omégas sont considérés comme un genre pas du tout viril, qui fait en fonction de ses hormones et de ses chaleurs, et donc qui est insupportable au travail, enfin voilà, juste bon à marier et à s'occuper des enfants, c'est tout. Et donc vous voyez un petit peu pour moi le parallèle, la comparaison qui a été faite entre justement les genres. Et donc je trouve que c'est très bien fait justement comment malgré que ce soit tous des hommes, et bien ils arrivent encore à se discriminer les uns les autres, parce que oui, dans cet univers il n'y a aucune femme, ce sont que des hommes. Et donc, on suit donc Cassidy qui lui est amoureux d'un alpha, et là il veut lui annoncer que après 5 années à être ensemble, c'est bon, il est enfin enceinte, il va pouvoir justement concrétiser le rêve de son alpha d'avoir un héritier. Sauf que celui-ci, il le surprend en fait en train de discuter avec ses propres parents, et ses parents lui disent que de toute manière, ils vont arracher le gamin de Cassidy quand il arrivera enfin à tomber enceinte après que 5 années, ça commence à bien faire, et de toute manière il est déjà fiancé à quelqu'un, il est déjà fiancé à un bêta qui est riche. Donc Cassidy, après, on l'enverra en asile psychiatrique ou on le tuera, on s'en débarrassera et on gardera l'enfant. Évidemment, quand Cassidy entend ça, il est effrayé, donc il lâche le test de grossesse et il se casse, et il refait toute sa vie avec son enfant. On arrive justement 7 ans plus tard, donc on a une espèce de gap entre les deux, et Cassidy, du coup, prend des anti-hormones, là, je sais plus comment ça se dit, mais voilà, pour se faire passer pour un bêta, pour ne pas se faire passer pour un oméga. Et donc, grâce au fait qu'il a réussi à se faire passer pour un bêta, eh ben, il a été embauché comme secrétaire d'un alpha avec qui il s'entend plus ou moins bien, puisque justement, on est sur un alpha qui est assez grumpy et qui tout le monde a peur de lui, sauf justement Cassidy, qui du coup ne se fait plus appeler. Enfin si, il se fait appeler Cassidy, son prénom de base c'était Elias. Et donc voilà, Cassidy est quelqu'un qui est justement très vierge dans la vibe, il aime quand c'est propre, quand c'est carré, quand tout est étiqueté, nanani nanana, et c'est le seul à pouvoir supporter cet alpha-là. C'est Adam, je crois son nom. Il est le seul à pouvoir le supporter et à le remettre dans le droit chemin, donc tout le monde adore Cassidy, jusqu'à ce que les gens découvrent que Cassidy n'est pas un bêta, mais un oméga. Donc là, il va se prendre une vague
de haine dans la tronche de l'entreprise, sauf que eh bien, l'alpha va comprendre évidemment que ce n'est pas un bêta, mais c'est surtout que c'est un oméga et que c'est surtout Cassidy et son âme sœur. Et là, on va avoir justement une romance entre les deux, entre l'alpha qui ne comprenait pas pourquoi Cassidy a caché le fait que ce soit un oméga, et d'un autre côté, maintenant il a découvert que c'est son âme sœur, donc il veut absolument le garder auprès de lui. Sauf que Cassidy, maintenant, il se sent un peu balle parce qu'il se rend bien compte que tout le monde a découvert son secret. Parce qu'en plus c'est un oméga, il a un enfant, nanani, nanana. Et donc, bref. J'ai bien aimé, mais je vous avoue qu'il y a beaucoup trop de smut. Et c'était chiant en fait. Il y avait des passages comme ça où je lisais un petit peu en diagonale parce que voilà quoi, c'est un petit peu porté sur la chose. Donc j'aime bien l'histoire en général, mais j'avoue que beaucoup trop de smut. Et donc je vais très rapidement lire le tome 2 parce que c'est une duologie en plus, donc comme ça je l'aurai vite fini. J'ai DNF, cette bête. Alors je suis très déçue parce que je pensais vraiment que ça allait être dans une vibe que j'allais adorer, mais pas du tout, ça l'a pas fait. Donc j'ai DNF, La couleur des ténèbres, le tome 1, vous voyez. J'en ai lu à peine une centaine de pages, je crois. Ouais, j'ai lu 94 pages. Et ça, non, ça... Je n'y arrive pas. On est sur de la romantaisie MF. On est sur l'histoire d'un elfe noir. Du coup, il en existe un, voilà, qui est un elfe qui manipule les ténèbres, si je puis dire. Et donc lui, il n'a pas d'émotion jusqu'à ce que justement un elfe en face, un elfe blanc entre guillemets, va lui dire écoute, je peux t'avoir des émotions, mais en attendant, il faut pour que je te donne cette potion qui te permettra d'avoir des émotions, pour mieux comprendre les humains, enfin pas les humains, les elfes justement, je veux que tu ailles dans le monde des humains pour nous enlever une humaine et nous la ramener. Donc lui il dit ok, banco, allons-y. Donc il ramène cette humaine et moi je vous avoue que je me suis arrêtée un petit peu à ça pour le moment, à l'enlèvement et au pacte qui vont passer l'un et l'autre. Et je vous avoue que peu importe que je sois dans la tête de elle ou que je sois dans la tête de lui, ça ne l'a pas fait avec moi. Je n'arrivais pas justement à m'intégrer à l'histoire. Elle, son histoire, c'est que justement, dans ce monde-là, la moindre petite chose peut faire qu'on abandonne son enfant. Si son enfant crie trop, on considère qu'il est happé par le démon et donc on l'abandonne. S'il a une petite tâche, une imperfection, hop, pareil, on l'abandonne. S'il fait un caprice, hop, on l'abandonne. Et donc ce qui fait qu'elle, elle fait partie des enfants qui ont été abandonnés dans un orphelinat. Et en gros, jusqu'à 18 ans, tu peux te faire adopter par une famille ou tu peux te faire adopter par ce qui s'appelle les trackers. Et là, on ne revoit plus jamais les enfants. On pense que ils servent à faire des expériences. Donc elle a passé ses 18 ans, donc elle se dit qu'elle ne se fera jamais adopter. Mais dans cet orphelinat, il y en a une toute petite qu'elle adore et qu'elle considère du coup comme sa petite sœur. Et elle ferait tout pour elle. Sauf que là, elle a bien compris qu'elle allait se faire adopter par des trackers, malgré que ses 18 ans ça passait. Donc elle veut s'enfuir de l'orphelinat et quand elle reviendra pour sauver sa petite sœur. On est sur ce bail-là et je vous avoue que, comme j'ai dit, ni l'un ni l'autre des protagonistes ne m'ont happé, ne m'ont donné envie d'être avec eux, de les comprendre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, je n'étais pas dans le mood. Donc pour moi c'était un DNF et je le mettrai sûrement, je m'en séparerai sûrement sur Vinted. Voilà, c'est pas grave, hein, il y a des titres comme ça le fait pas. Ça ne remet absolument pas en question évidemment l'autrice et sa plume, ça n'a rien à voir, c'est juste avec moi, ça ne l'a pas fait. Est-ce qu'on commencerait pas des séries pour pouvoir, après avoir le mois série starter, pouvoir enchaîner la série? Eh ben si, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écouté en audio celui-ci, mais je l'ai quand même en physique, donc comme ça m'a permis de pouvoir me rendre compte où j'en étais dans le bouquin. Donc The Chase, on est sur une romance, comme vous vous en doutez, ok, hein, ça se voit. On est sur Summer DiLaurentis, donc la sœur de Dean, qui était dans le tome, je sais plus, 2 ou 3 des Off Campus, qui du coup a besoin d'une colocation puisque la sororité dans laquelle elle devait aller ne veut pas d'elle, l'a mis à la porte puisqu'elle sait qu'elle s'est fait virer de son ancienne fac. Et on est du coup dans une colocation justement d'anciens gars qu'on a vus dans les off-campus, mais ce sont en fait la génération en dessous. Donc on est avec Hunter, Fitz et je sais plus c'est quoi le petit dernier là que j'adore et que je voudrais qu'il y ait une histoire mais qui visiblement il va pas en avoir la sienne. Ah, j'ai perdu le troisième, c'est pas grave. Mais de toute manière, elle, du coup, Summer, lors justement du nouvel an, là, elle dragouille fortement Fitzgerald, parce qu'il lui plaît énormément. Mais elle va le surprendre justement en train de dire des dingueries sur elle. Et donc, elle ne va pas du tout apprécier. Et pour se venger, elle va embrasser Hunter, l'autre de la colocation. Puis après le nouvel an, ils vont vivre ensemble.
Donc ça va évidemment faire des tensions dans la colocation, vous vous en rendez bien compte, en sachant que chacun a ses propres problèmes, évidemment. Elle, Summer, elle a un trouble de l'attention, en fait elle n'arrive justement pas à se concentrer, TDAH je crois c'est ça, et du coup ce qui fait qu'elle est très belle, très riche, mais beaucoup la prennent pour une débile superficielle, alors que non, elle n'est pas débile, elle n'est pas superficielle. En revanche, c'est vrai qu'elle a des troubles de l'attention, donc elle a énormément de mal à se concentrer, et du coup à avoir des bonnes notes en termes scolaires. Mais par contre, elle adore la mode, elle est capable de retenir énormément d'informations, donc elle n'est pas bête, voilà. Et Fitzgerald, lui, malgré que ce soit un sportif, c'est surtout un gros geek de base, il adore les jeux vidéo, et donc il fait à la fois de l'art plastique et à la fois de l'informatique pour pouvoir justement créer ses propres jeux vidéo, et il veut absolument en vivre. Donc voilà, on va avoir ces deux univers qui vont se confronter, en même temps d'un côté pauvre, moyen, et un côté riche, et en même temps le côté geek et sportif, et le côté plutôt mode et la vie mondaine et tout ça. Donc j'ai énormément apprécié, il y a eu énormément de quiproquos entre les deux. Il y a une grosse force aussi au niveau féminisme et sororité qui est apportée, je trouve, dans celui-là par rapport aux autres, que j'ai énormément bien aimé, justement. Comment ça, Summer, elle est très féministe, elle est très dans la sororité, elle protège les filles qui y a autour d'elle quand elle se fait agresser et tout, et on a Fitz qui n'aime pas trop ça parce que lui il est vraiment la personne qui est assez introvertie, qui n'aime pas justement les dramas et tout, et donc on a ce jeu du chat et la souris entre les deux qui m'ont, je vous l'avoue, hein, fortement agacée. J'en avais marre qu'ils se tournent autour tout le temps les deux là, mais quand ça se passe au final, on est enfin heureux que ça se passe. Donc voilà, j'ai bien aimé, et j'ai hâte de lire la suite, même si je suis pas contente parce que le tome 2 n'est pas sur Hunter mais sur Brianna, une fille qu'on découvre dans ce tome-là. Brenda ou Brianna, je sais plus, bref, on s'en fout, mais alors que moi je voulais que ce soit sur Hunter. Et après, on a l'autre là, le Hollis. Ah, j'ai retrouvé le dernier Hollis. Mais visiblement, je n'aurai pas ma propre tome sur Hollis, donc je suis très déçue. Mais voilà, hâte de voir la suite. Et oui, ça y est, c'est lu. J'ai lu du coup Onyx Storm, le tome 3 de Force Wing, c'est fait. Donc je l'ai en physique, mais comme vous voyez, je ne l'ai pas déballé parce que je ne savais pas si j'allais le garder ou pas. Donc comme au moment de sa sortie, je ne savais pas si j'allais réussir à l'avoir en physique, vu que vous savez comment ça se passe avec les reliés et les collectors, et qu'en plus ma meilleure amie devait me le prendre. Bref, il y a eu tout un truc où je savais que j'allais pas la voir pendant le mois de sa sortie, mais je n'avais pas envie de me faire spoil non plus, donc je l'avais acheté sur Audible en audio-livre. Donc je l'ai écouté en audio, comme ça je me disais si je veux le revendre, je le retire pas de son blister, et puis comme ça on pourra pas me dire qu'il est pas neuf quoi. Donc j'ai lu Onyx Storm, enfin j'ai écouté Onyx Storm, et je vous avoue que j'ai été gravement surprise. Est-ce que je vous fais l'affront de vous refaire le speech de Force Wing? Je pense qu'on l'a assez vu sur les réseaux. Force Wing, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un univers, donc c'est de la romantésie. Elle est destinée à devenir scribe parce qu'elle est très faible de constitution, grâce à son père qui lui-même était scribe, mais sa mère est la commandante des cavaliers des dragons de Navarre. Et quand son père va décéder, sa mère va lui dire écoute, mes deux aînés ont été cavaliers des dragons, ma dernière ne sera pas scribe, elle sera cavalière des dragons comme moi. Donc elle va rentrer dans une académie pour devenir dragonnière, vous vous en doutez, sauf qu'elle n'a absolument pas la carrure pour ça. Donc c'est assez compliqué pour elle, et comme elle est faible de constitution, elle va devoir ruser, surtout qu'en plus, juste au-dessus de cette promotion, il y a le fils des anciens rebelles il y a eu une rébellion, il y a eu une guerre, et le fils du chef des rebelles est là dans l'école, il est juste au-dessus d'elle, et évidemment, vu que sa mère a tué son père, on est un petit ennemi stoolover des familles. Voilà comment on commence le tome 1. Et donc là, le tome 3, je vais pas vous spoiler ce qui se passe dedans, mais je vous avoue que j'étais contente parce qu'à l'inverse du tome 2, où pour moi c'était une mi-molle, puisqu'on était beaucoup sur des dramas, on était beaucoup plus sur de la romance que sur de la fantasy. Là j'ai bien aimé parce que dans ce tome-là, justement, on est plus sur de la fantasy que sur de la romance. Et justement, les relations se sont un peu équilibrées, on était plus dans les intrigues politiques, plus dans les intrigues de fond de la fantasy. Les dragons, ils font le sel de ce truc, les personnages secondaires aussi, je les adore franchement. Moi, en fait, ce qui ne me va pas dans Force Wing, c'est les deux protas. Si tu m'enlèves les deux protas, j'adore l'histoire, mais c'est vrai que les deux protas m'agacent. La miscommunication, tout ça là, on en a soupé, on en a marre, on veut justement autre chose maintenant, on voudrait que ça avance mieux. Et puis cette fin qui, franchement, me fait penser à une autre grande saga du même genre, de même romantisme. J'étais en mode, mais on l'a déjà vu cette scène-là, en mode... Enfin bref, pour moi ça avait un gros coup de déjà vu. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai bien aimé, et du coup, je pense que je vais continuer la suite.
mais je sais pas trop encore si je vais continuer à les acheter. Par contre, je serais curieuse, oui, de connaître la suite de l'histoire. Donc voilà. Ça devait être le tome 2, le tome qui me décide si je garde ou si j'arrête cette saga. Et le tome 3, je lui ai reporté la même chose. Et je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas parce que c'est ça qui m'emmerde avec Force Wing. C'est que d'un côté, j'adore la trame, j'adore l'intrigue, j'adore l'univers, mais je ne peux pas supporter les protagonistes. Donc, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si je continue. Je suis perplexe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément au référencement. Si vous voulez parler avec moi des titres dont je vous ai présenté, et puis si vous voulez me parler de titres que vous avez lus, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Évidemment, si vous ne souhaitez pas mettre un long commentaire construit, vous pouvez mettre juste un petit emoji. Là, on peut partir sur un petit emoji dragon ou un petit emoji loup, vu les dernières lectures que j'ai faites. Et évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.